Bonjour et bienvenue à cette conférence sur Aruba Atmosphère 2022 Meetup. Le sujet de la conférence est la conception sans fil à l'ère du Wi-Fi 6 et 6E. Mon nom est Paul Galland, je suis ingénieur de système pour Aruba depuis près de 10 ans et je serai votre hôte pour cette présentation. Nous disposons d'environ 1 heure pour couvrir le sujet. Je vous invite donc à intervenir lors de la présentation de manière interactive si vous avez des questions. Et s'il y a des sujets que vous désirez plus approfondir, il me fera plaisir d'en discuter avec vous à la fin de la présentation s'il reste un peu de temps, ou avant la prochaine présentation, ou encore à la fin de la journée lors du cocktail. Donc, voici l'agenda de la présentation. Nous allons faire un survol du Wi-Fi 6 et 6E et vérifier dans le fond ou explorer en quoi il diffère des générations précédentes. Nous allons aussi élaborer sur les différenciateurs du sans-fil Aruba, des avantages d'Aruba pour tirer parti du Wi-Fi 6 et 6E. Et finalement, nous aborderons la question de la conception avec le Wi-Fi 6, par où commencer, quelles sont les bonnes stratégies. Donc, commençons par le survol du Wi-Fi 6 et 6E. Premièrement, voici un petit rappel de l'historique de la technologie Wi-Fi sans remonter aux origines du 802.11 ABG, mais vraiment en commençant avec le 802.11n. Donc, juste très rapidement, pour regarder, la terminologie se déplace de la droite avec la notion de haut débit ou encore de très haut débit avec le high throughput ou le very high throughput, vers la gauche avec la haute efficacité, le high efficiency. Avec le 802.11n, donc le high throughput, on a vu l'introduction d'un concept qui était le channel bonding avec des canaux à large bande de 40 MHz. C'est aussi avec le 802.11n qu'on a vu l'introduction du MIMO, le Multiple Input et Multiple Output. Avec le 802.11ac ou encore dans la nouvelle nomenclature de l'Alliance Wi-Fi, le Wi-Fi 5, le standard ne couvre que le 5 GHz. Avec le Wi-Fi 5, on introduit l'agrégation d'encore plus de canaux pour obtenir des largeurs de bande pouvant atteindre 160 MHz, de manière à permettre des débits extrêmement élevés. Ce standard introduit aussi les concepts permettant de desservir plusieurs dispositifs simultanément avec le Downlink Multi-User MIMO. Avec le 802.11ax ou encore dans la nouvelle nomenclature de l'Alliance Wi-Fi, le Wi-Fi 6, ce standard couvre à la fois le 2.4 ainsi que le 5 GHz et bien entendu avec le 6E, le 6 GHz. Avec le Wi-Fi 6, c'est l'introduction d'une nouvelle technologie propre aux communications cellulaires qui est mise de l'avant avec ce qu'on appelle l'Orthogonal Frequency Division Multiple Access, l'OFDMA. Il est important de noter qu'il s'agit vraiment de l'OFDMA et non du Multi-User MIMO qui permet de supporter un très grand nombre de dispositifs simultanés. Bon. Dans le fond, au niveau du réseau sans fil, on a plusieurs défis, plusieurs problèmes qui ont été identifiés avec les réseaux Wi-Fi, notamment en ce qui concerne la taille des paquets de données et des limitations qui sont propres au 802.11 et qui contribuent au problème des déploiements pré-Wi-Fi 6. Des études ont montré que le trafic réseau Wi-Fi typique consiste en une très grande quantité d'utilisateurs envoyant un très grand nombre de petits paquets. Cela dégrade l'efficacité du système en affectant les performances car le 802.11n, le high throughput, ou encore le 802.11ac, le very high throughput, avait été conçu pour améliorer la vitesse de transmission des trames qui étaient larges, donc des trames de données qui étaient larges. En fait, la nature même des réseaux sans fil, avec de petites trames de gestion et de contrôle, ainsi que la manière dont les applications sont maintenant développées, avec notamment le HTTP3, le QUIC, font en sorte que seulement de petites différences sont transmises au lieu de larges blocs de données.
Et ces études ont montré que le volume des petites trames dans des milieux très engorgés, avec beaucoup d'utilisateurs concurrents, peut atteindre jusqu'à 80% sur ces types de réseaux sans fil. Et c'est la raison qui a donc motivé à faire évoluer les réseaux sans fil de la haute vitesse, du high throughput, vers la haute efficacité, le high efficiency. L'autre aspect occasionnant certains problèmes consiste au fait que de nombreux appareils sont capables que d'un seul flux spatial, car ils ne disposent que d'une seule antenne et n'utilisent donc pas tous les flux disponibles en 802.11ac et ne peuvent donc pas bénéficier du multi-user MIMO. Cela occasionne une sous-utilisation des ressources disponibles et c'est dans ce contexte que la notion de Resource Unit, les RU, avec l'OFDMA, permet d'optimiser ces cas de figure. Parlons donc de ce qu'introduit le 802.11ax. Le 802.11ax introduit quelques améliorations de la couche physique qui sont supplémentaires par rapport au 802.11ac en ce qui concerne les supporteuses et la taille des symboles. L'espacement des supporteuses avec l'OFDMA est plus petit qu'avec l'OFDM, ce qui permet de transporter plus de données par symbole. En gros, ces modifications permettent de multiplier par 4 la quantité de données par rapport au 802.11ac. En plus, plusieurs intervalles de garde ont également été ajoutés, ce qui permet de gérer la propagation des retards et améliorer les performances dans certains environnements, entre autres dans des environnements comme des entrepôts avec beaucoup de réflexions multiples. Le 802.11ax atteint une efficacité élevée en utilisant l'attribution dynamique d'unités de ressources, les RU, via l'OFDMA. Et c'est un peu comme si on disposait d'un commutateur physique dans les airs avec 24 ports qui s'agrègent vers une liaison montante de 1 gig. Historiquement, hein, on pouvait entendre des commentaires comme « le Wi-Fi est tellement lent que je suis passé sur le cellulaire ». Bon, c'était un peu une insulte hein, pour les administrateurs de réseaux Wi-Fi. Et en fait, l'une des principales raisons qui expliquait que le basculement vers le réseau cellulaire était bénéfique était entre autres lié à l'usage de l'OFDMA. L'OFDMA est une technique de modulation qui a été élaborée pour les réseaux cellulaires car cette technique est beaucoup plus optimale pour gérer de petits paquets de données qui sont liés, entre autres, au transport de la voix, des messages courts comme les SMS ou encore des statuts interactifs ou autres genres de trafic. Et donc, avec le Wi-Fi 6, le 802.11ax, on a justement des unités de ressources, des RU, qui sont attribuées aux utilisateurs grâce à un planificateur qui est inclus dans le chipset Broadcom ou Qualcomm du point d'accès. L'OFDMA devient donc le protocole qui est utilisé pour attribuer ces ressources et il s'agit, dans le fond, de la même technologie que celle qui est utilisée pour les cellulaires. Ça permet des transmissions en parallèle avec chaque utilisateur pouvant obtenir un morceau du spectre de 2 à 40 MHz de largeur de bande. Les ressources peuvent changer et s'adapter de manière constante, et ce, pour un même utilisateur effectuant une même tâche. Un maximum de 37 RU de 2 MHz peuvent théoriquement exister simultanément. Bon, par exemple, lorsqu'une requête de session est sollicitée par un dispositif client, le planificateur va coordonner l'attribution des ressources en allouant des morceaux de spectre de 2 à 40 MHz selon la disponibilité des ressources et permettre la transmission des données en parallèle entre les différents dispositifs. Avant le 802.11ax, tous les dispositifs clients étaient en attente sur la ligne dans le même média partagé, qu'ils aient 2 kilooctets ou 20 mégaoctets à transmettre, en luttant les uns contre les autres, tous bloqués dans la même fenêtre de contention. Avec l'OFDMA, les communications étant coordonnées en parallèle, ça permet une meilleure utilisation des ressources RF disponibles sans que tous les dispositifs soient bloqués dans une file d'attente. Avec le 802.11ax, nous obtenons aussi 2 nouveaux débits MCS
Donc, ça nous permet d'obtenir des débits de données qui sont beaucoup plus élevés grâce à la nouvelle modulation de 1024 coins. Nous obtenons également de meilleures améliorations en matière d'économie d'énergie et d'autonomie de la batterie pour les appareils mobiles, où les clients prennent en charge l'heure de réveil cible et peuvent dormir pendant des périodes potentiellement plus longues qu'auparavant dans le 802.11ac grâce au Target Wake Time. En fait, pour la première fois avec le 802.11ax, le dispositif client va se faire dicter dans quel devrait être son comportement. Avant le 802.11ax, le client était égoïste et décidait de presque tout. Maintenant, avec le planificateur, le scheduler en anglais, le point d'accès sera en mesure d'orchestrer les flux. Et en fonction de l'occupation, il sera possible d'indiquer au dispositif à quel moment il devra se réveiller de manière à mieux économiser l'énergie de la batterie. Cela va aussi permettre au planificateur d'avoir une meilleure vue dans le temps à venir pour mieux planifier les ressources. Lorsque vous appréhendez un standard de l'I3E qui est généralement très volumineux, il est toujours pertinent de mettre ça en perspective avec la sous-section qui est retenue par le Wi-Fi Alliance pour la certification. Et c'est particulièrement vrai en ce qui a trait au Uplink Multi-User MIMO pour les dispositifs à simple radio et simple flux spatial. À gauche, on remarque une illustration indiquant comment un client pouvait bénéficier du Uplink Single User MIMO avec un seul lien. Avec le Wi-Fi, les problématiques de communication ne viennent généralement pas de la liaison descendante, le downlink, de l'AP vers les dispositifs clients. Le défi se situe plus souvent dans la communication montante, le uplink, des dispositifs vers l'AP. Et malheureusement, le uplink multi-user MIMO était limité aux dispositifs disposant de plusieurs antennes. Et par conséquent, nous n'avons pas vu un réel gain associé à cette technologie avec le 802.11ac. Avec le AC, les dispositifs ne disposant que d'une seule antenne ne pouvaient être pairés qu'à une seule antenne correspondante de l'AP. Par conséquent, un AP disposant de deux antennes ne pouvait desservir que deux dispositifs à simple antenne simultanément sur la liaison montante, mais sans être en mesure de combiner le signal reçu par les deux antennes. Ça occasionnait donc une diminution du SNR effectif pour chaque dispositif et diminuait donc la vitesse de connexion. Aujourd'hui, avec le 802.11ax, les dispositifs clients ne disposant que d'une seule antenne sont maintenant capables de bénéficier du multi-user MIMO sur la liaison montante de manière efficace car toutes les antennes de l'AP sont mises à contribution pour tous les dispositifs simultanément. Le résultat est donc une augmentation du SNR effectif sur la liaison montante ainsi qu'une meilleure vitesse de connexion. Avec le AX, l'OFDMA est utilisé pour de nombreux petits paquets et le multi-user MIMO pour les gros paquets. Ces deux méthodes ne sont pas utilisées simultanément. C'est l'AP qui coordonne les dispositifs clients pour utiliser une méthode ou l'autre. Nous croyons qu'avec le temps et la présence croissance d'équipements supportant le Wi-Fi 6, que l'OFDMA sera éventuellement utilisé la plupart du temps. Donc, en résumé, voici un sommaire des bénéfices du Wi-Fi 6. Les nouveaux symboles OFDM permettent des débits 20% plus élevés qu'avec le 802.11ac. L'OFDMA en downlink ainsi qu'en uplink permet de tripler la capacité du système sans fil. L'usage du multi-user MIMO en downlink et en uplink permet de doubler la capacité par rapport au 802.11ac avec la capacité, comme nous venons de le voir, et d'utiliser en uplink multi-user MIMO véritablement efficace en supportant jusqu'à 8 dispositifs clients simultanément. La nouvelle modulation de 1024 coins me permet de gagner 25% par rapport au 802.11ac et finalement, l'utilisation du Target Wake Time permet d'augmenter significativement l'autonomie de la batterie des équipements sans fil. Bon. Tout ça, c'est bien beau comme amélioration, mais alors, où est le problème? C'est que si on désire utiliser 37 RU avec l'OFDMA, il est nécessaire d'utiliser une largeur de bande de 80 MHz.
Et en gros, si on regarde l'état actuel des réseaux sans fil, bien, on remarque que la capacité est présentement limitée par le spectre RF et la largeur de bande. Premièrement, la majeure partie des réseaux sans fil, soit 91 utilisent des canaux dont la largeur de bande est de 20 ou de 40 MHz, donc de faible performance. Les raisons sont liées à l'interopérabilité, la téléphonie voix sur IP over Wi-Fi, la présence de canaux DFS, euh, la manière dont la réglementation est appliquée, qui entre autres implique une réduction de la puissance effective de transmission lorsqu'on utilise des canaux de 80 MHz et plus. Et donc, il n'y a pas suffisamment de spectre utile et disponible présentement pour être capable de vraiment utiliser des canaux de 160 MHz. À l'heure actuelle, comme point numéro 2, il y a aussi presque autant de dispositifs sans fil qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Et la présence d'autant de dispositifs occasionne de la congestion et diminue l'efficacité des réseaux sans fil. La nouvelle bande de fréquence 6 GHz est relativement non congestionnée et sera disponible que pour les nouveaux dispositifs supportant le Wi-Fi 6E. Et cette migration des dispositifs avec les applications qui sont exigeantes va permettre de réduire la congestion dans les bandes de 2.4 et de 5 GHz, ce qui va résulter en une augmentation globale de la capacité et de la performance pour l'ensemble du système. Et en troisième point, ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec les réseaux cellulaires, le Wi-Fi est de plus en plus utilisé pour délester les réseaux 4G et 5G de manière à maintenir une expérience usagée optimale. Il y a convergence entre le 5G et le Wi-Fi avec non seulement le Wi-Fi calling, mais aussi avec des technologies telles que Passpoint qui automatisent et facilitent le basculement vers le Wi-Fi. Bon, toutes ces raisons expriment le manque de bandes de fréquences disponibles. C'est la raison pour laquelle la nouvelle bande de fréquence 6 GHz stimule un tel engouement et constitue un mouvement mondial. Tout cela s'est produit au cours des 2 dernières années qui se sont écoulées depuis que le FCC a agi en avril 2020. Et il s'agit dans le fond d'un déploiement mondial beaucoup plus rapide que celui que nous avons vu avec le 2.4 ou le 5 GHz. Il s'agit d'une reconnaissance claire de l'importance et critique du Wi-Fi et de la nécessité d'ajouter du spectre supplémentaire. Cette nouvelle bande de fréquence est associée au Wi-Fi 6E. Le Wi-Fi 6 ou le 802.11ax, comme nous l'avons vu précédemment, est disponible déjà sur les bandes de fréquence 2.4 et 5 GHz. C'est vraiment l'ajout de la lettre E qui indique l'ajout de la nouvelle bande de fréquence 6 GHz. Comme il s'agit d'une nouvelle bande, celle-ci ne supporte que le Wi-Fi 6, c'est-à-dire que le 802.11ax est supporté dans le 6 GHz sans rétrocompatibilité avec les normes précédentes sur cette bande de fréquence. Cet ajout consiste en 1200 MHz de spectre qui est approuvé aux États-Unis, au Canada, en Corée du Sud, au Brésil, en Arabie Saoudite, etc. Ainsi que un 500 MHz qui est approuvé déjà en Europe, ainsi que plusieurs autres pays, comme il l'est montré sur la carte. 47 pays représentant donc la plupart des principales économies mondiales qui ont déjà agi et qui supportent le 6 GHz. 30 autres pays se consultent pour ouvrir justement ce groupe de bandes de fréquences et ensemble, 77 pays représentent plus de la moitié de la population mondiale. Pratiquement tous les pays et régions qui ont ouvert le 500 MHz inférieur du 6 GHz étudient l'ajout des 700 MHz de la bande supérieure, tels que l'Europe et l'Australie. Bon, aujourd'hui, la réutilisation spatiale des canaux à très large bande de 80 ou de 160 MHz n'est pas réaliste dans la bande de 5 GHz. Et avec le 6 GHz, nous obtenons une augmentation massive. Et certains pays obtiennent plus de 2 fois la capacité existante. Et ça rend possible l'utilisation de canaux à très large bande. Notez que certains canaux 6 GHz du graphique ont une nuance de couleur orangée. Il s'agit des canaux préférés pour annoncer et rechercher le service sans fil de manière à optimiser le processus d'association. Voici les classes d'appareils que l'on peut trouver dans les divers domaines de réglementation. Cette présentation sera axée sur
les points d'accès intérieurs de basse consommation, le LPI, le Low Power Indoor. Restez à l'affût pour les prochaines présentations sur les points d'accès d'alimentation de type standard, le Standard AP. Donc, le Standard Power AP Outdoor va probablement être prévu pour la fin 2023. Nous travaillons déjà sur un produit pour cela. Alors, restez à l'écoute des prochaines annonces qui sont prévues pour l'année prochaine. Prenez note aussi que tous les points d'accès Aruba de la série 600 intègrent une puce GPS permettant de localiser le point d'accès et, par conséquent, être en mesure d'opérer éventuellement en tant que Standard Power AP lorsque la base de données AFC sera mise en place. Donc, il s'agit donc d'un différenciateur. Et donc, parlant justement des différenciateurs de la solution Aruba, je vais vous en présenter quelques-uns. Mais premièrement, prenons le temps de revoir ensemble quels sont les défis des réseaux sans fil par rapport à un réseau câblé. Si vous n'avez pas de connexion fiable entre un dispositif et un AP, bien, vous n'avez pas de réseau sans fil. Et c'est très différent par rapport à un réseau câblé où les défaillances sont vraiment liées à la couche physique et ils sont plutôt rares. Les clients sans fil, dans le fond, sont très égoïstes aussi. Ils se connectent au premier AP ou à celui qui offre le signal le plus fort, typiquement dans le 2.4 GHz, et demeurent attachés à celui-ci. Et les clients sans fil se déplacent. Puis ça, c'est vraiment différent d'une notion d'un dispositif câblé où l'équipement reste fixe. Le standard 802.11 décide et délègue, au client la décision d'itinérance. Et ce n'est pas vraiment le réseau sans fil qui dispose du contrôle sur l'itinérance, alors que c'est lui qui dispose de la meilleure vue d'ensemble. Comme il n'y a pas de câble ou de port dédié à un client, mais on se retrouve dans un médium qui est partagé et on est dans l'air. Et l'air change constamment. Il y a toujours des choses qui sont en mouvement. Et pour vraiment apprécier les capacités du 802.11ax, l'AP, idéalement, ne doit desservir que des dispositifs AX sur sa radio. Alors, sachant toutes ces contraintes, donc, c'est les raisons pour lesquelles, justement, on a Aruba qui a développé des solutions, dont la première solution qui est Client Match. C'est une première solution qui s'articule justement sur des principes d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle qui a été lancée en 2013. L'infrastructure Aruba déplace de manière proactive les appareils d'une radio à l'autre pour améliorer l'expérience client, en équilibrant la charge entre les clients stationnaires, en redirigeant les dispositifs sur la meilleure bande de fréquence en faisant ce qu'on appelle du band steering, en coordonnant de manière proactive l'itinérance des dispositifs clients et en regroupant les dispositifs clients de même génération sous une même radio de manière à bénéficier pleinement des nouveaux mécanismes d'accès tels que le WebDM. Aruba prend entièrement en charge le Wi-Fi 6 et 6E de manière à faire en sorte que tous les dispositifs clients, qu'ils soient récents ou de génération précédente, puissent opérer sur la même infrastructure au maximum de leur potentiel. Aruba offre aussi une gestion intelligente des ressources ARF avec l'algorithme AirMatch. AirMatch, dans le fond, c'est une deuxième offre d'apprentissage machine et d'intelligence artificielle qui est sortie en 2016. AirMatch permet l'optimisation automatique des canaux et des puissances, une optimisation réactive en temps réel pour atténuer les interférences co-canal, les événements de bruit élevé ou les événements radars, et d'offrir une itinérance améliorée pour les clients en fournissant une répartition uniforme de la puissance effective de transmission sur les radios. Et ça permet aussi d'activer des services tels que le Live Upgrade ou encore le Client Match qu'on vient de voir. Et comment cela fonctionne-t-il? C'est que la densité de radio est dérivée à l'aide des valeurs de perte en propagation. Les données RF des dernières 24 heures sont utilisées pour effectuer le calcul de la meilleure planification RF. Donc, le IRP, la puissance effective,
est attribué en fonction des contraintes de configuration et des paramètres liés au canal d'opération ainsi qu'à la densité de radio. Et les canaux, ainsi que la bande passante des canaux, sont attribués par partition RF. Et une fois par jour, les paramètres RF sont recalculés et optimisés à nouveau de manière à obtenir une ligne de conduite RF qui est optimale pour tous les points d'accès. Un autre service qu'Aruba a développé, c'est le service AirSlice, qui permet d'effectuer une qualité de service qui est consciente des applications pour tous les dispositifs, qu'ils soient Wi-Fi 6 ou moins. Et tous les points d'accès et passerelles Aruba disposent, dans le fond, d'un système d'inspection profonde, un DPI, pour catégoriser les applications jusqu'à la couche niveau 7. Possède aussi un Flow Queue Manager pour obtenir la priorisation de tous ces flux de trafic entre les dispositifs clients. Comme on l'a vu précédemment aussi, il y a un Traffic Scheduler qui permet le regroupement et la détermination du mode de transmission qui est applicable aux clients qui sont non HE, mais aussi HE. On a un système de gestion et de surveillance au niveau applicatif qui permet de mesurer, de signaler la perte des paquets, la latence ainsi que la G. Ainsi qu'un Context Aware Prioritization qui permet de prioriser d'une manière qui est sensible au contexte selon le rôle de l'utilisateur ou de son emplacement et permet d'effectuer un override potentiellement statique pour assurer le traitement prioritaire d'un client. Une des choses aussi qu'il faut savoir, c'est que tous les points d'accès 6E actuellement livrés par Aruba disposent du filtrage Ultra Tri-Band, qui est unique à Aruba. Ce filtrage permet de tirer parti de la bande supérieure du 5 GHz ainsi que la bande inférieure du 6 GHz sans subir d'interférence. Les points d'accès doivent disposer d'une séparation RF suffisante entre les radios. Et comme il y a un espace limité de quelques mégahertz entre le 5 et le 6 GHz, mais sans filtrage avancé, les transmissions d'une radio pourraient contaminer la radio adjacente opérant sur l'autre bande de fréquence. Cela limiterait donc le nombre de canaux disponibles. Grâce à un matériel de filtrage avancé, vous pouvez tirer pleinement parti du spectre complet du 5 GHz et du 6 GHz sans créer de lacunes ou d'îlots de couverture. Les filtres Ultra Tri-Band sont standards dans tous nos points d'accès AP655 ainsi que dans les variantes matérielles actuellement livrées de l'AP635. Maintenant, abordons l'aspect de la conception de réseaux sans fil avec le Wi-Fi 6E. Par où commencer? Les choses à penser avant de déployer. Donc, pour commencer, le Wi-Fi 6E amène de nouvelles façons de penser la conception de réseau Wi-Fi. Donc, au niveau conception RF, nous allons vous partager quelques conseils sur l'ajout de points d'accès 6 GHz à votre déploiement wireless LAN actuel, quelques idées qui peuvent être utiles pour les cas d'utilisation à haute densité et partagées. Je vous mets en référence un fichier ressource qui est disponible à cet effet, justement un white paper concernant le Wi-Fi 6E en format PDF. Il y a aussi toute la question des puissances d'alimentation. Donc, la consommation électrique varie selon le modèle et les caractéristiques. Avec l'AP655, on se retrouve avec 3 radios 4x4, donc bien entendu, autant de segments RF sur un point d'accès implique une consommation accrue. Donc, consultez les fiches techniques des différents points d'accès pour avoir une meilleure idée de quelle est la consommation d'énergie. Et nous vous recommandons fortement d'activer le Aruba Intelligent Power Management qui permet de personnaliser la consommation d'énergie lorsque le commutateur d'accès ne fournit pas la pleine puissance telle que demandée par le point d'accès. Au niveau du débit, le débit agrégé sur un point d'accès Tri-Band et Tri-Radio peut atteindre entre 2 à 4 gigabits par seconde selon la configuration, le modèle et l'engorgement. La vitesse de connexion du port d'accès du commutateur doit être prise en compte pour maintenir la vitesse du réseau sans fil sans occasionner de goulot d'étranglement.
Et il y a aussi la question de la redondance, hein, le sans-fil devenant de plus en plus le moyen de connexion principal et devient la norme et non l'exception dans l'industrie. Ben, les options de conception pour améliorer la résilience en tenant compte de la disposition des points d'accès sans fil et des connexions filaires devient très importante. Un petit point hein, pour regarder au niveau de la couverture RF, c'est que dans le cadre du FCC et d'Industrie Canada, les transmissions RF hein, sans licence sont limitées pour le 6 GHz à 5 dBm par 1 MHz de densité spectrale de puissance, le PSD. Et le IRP maximal ne doit pas dépasser le 30 dBm. Bon, ça fait différent par rapport à la manière dont la réglementation est appliquée pour le 5 GHz. Et la limitation via la densité spectrale de puissance fournit un mécanisme de plafonnement de puissance qui est flexible et qui augmente la limite de puissance à mesure que la largeur du canal augmente. Une autre façon de formuler cela, c'est que le décalage de l'IRP fourni en utilisant une densité de puissance spectrale permet dans le fond de compenser le bruit supplémentaire tout en maintenant un rapport de signal à bruit constant à mesure que la largeur de bande du canal augmente. Ça offre un incitatif clair à utiliser des canaux à large bande de 80, voire même 160 MHz, comme on le voit là dans le calcul. On est gagnant à utiliser des canaux de plus large bande avec le 6 GHz. Donc, du point de vue de la conception RF, dans la bande 6 GHz, compte tenu de la différence entre le IRP maximal pour le 5 GHz ainsi que la densité de puissance spectrale pour le 6 GHz, le rehaussement des réseaux sans fil déjà déployés peut différer selon l'état actuel de la couverture 5 GHz. En observant la configuration ou l'état de la puissance EIRP sur la bande 5 GHz de votre réseau sans fil, vous serez à même de déterminer s'il faut augmenter la densité de points d'accès pour bien desservir la bande 6 GHz. Lorsque le IRP 5 GHz actuel est supérieur à 20 dBm, vous devez considérer d'augmenter la densité d'AP pour rencontrer les requis de capacité dans le 6 GHz. Et lorsque le IRP 5 GHz actuel est inférieur à 20 dBm, la nuance de différence de couverture entre les deux bandes, entre le 5 et le 6 GHz, sera alors minimale pour un déploiement intérieur. Il ne sera pas nécessaire d'ajouter de points d'accès, donc juste substituer le point d'accès actuel par un point d'accès supportant le 6E va faire l'affaire. Du point de vue de la conception RF dans la bande 6 GHz, en ce qui touche les canaux et la largeur de bande, bien, le spectre disponible varie pour chaque pays, mais nous sommes chanceux ici au Canada, nous disposons de 1200 MHz. Nous pouvons donc vraiment envisager l'utilisation des plus grandes largeurs de bande de 80 ou de 160 MHz. Les canaux plus larges offrent de nombreux avantages, dont plus de RU, et par conséquent plus de clients simultanés, permet un débit global beaucoup plus élevé et permet aussi un EIRP effectif beaucoup plus élevé car il est limité par la densité spectrale de puissance tel que l'on l'a vu précédemment. Voici un tableau comparatif hein, de l'AP 555 par rapport au nouveau AP 635 et 655. L'AP 655 se compare facilement à l'AP 555 s'il est utilisé avec double radio 5 GHz, à la différence qu'il est capable d'utiliser la nouvelle bande de fréquence 6 GHz. Notez que le 635 a été conçu pour 6 GHz à part entière en supportant 37 RU dans la bande de fréquence 6 GHz. Il est idéal pour augmenter le déploiement actuel de la série 500 ou un déploiement avec une nouvelle application 6 GHz qui nécessite 32 RU. Quelques conseils concernant la sélection du modèle d'AP. Premièrement, les points d'accès des séries 500 et 600 supportent le même standard 802.11 AX. La série 600 ajoute le support pour le 6 GHz. Le Wi-Fi 6 réfère aux bandes 2.4 et 5 GHz. Le Wi-Fi 6E réfère au Wi-Fi 6 opérant dans le 6 GHz, donc la lettre E.
Les séries 500 et 600 ne devraient pas être mélangées dans la même zone de service RF. Aruba recommande toujours d'utiliser le même modèle de point d'accès dans une zone de service RF contiguë, donc d'en faire un bloc RF. Considérez un bloc RF comme étant un domaine d'itinérance qui peut être par bâtiment ou par étage dans un bâtiment selon la perspective et les besoins des utilisateurs. L'AP635 est un 2 par 2, triple bande, triple radio et bonifie les déploiements articulés sur les AP500 et 510. Il peut être déployé pour de nouvelles applications 6 GHz. En OFDMA, sur le 2.4 et le 5 GHz, supporte 8 ressources units et 37 RU dans le 6 GHz. L'AP655, on parle d'un 4 par 4 sur les 3 bandes avec triple radio. Il bonifie les déploiements articulés principalement sur les AP535 et 555. Il peut être déployé pour de nouvelles applications 6 GHz. Et les avantages de l'AP655 par rapport à l'AP635, c'est qu'on dispose de liaisons plus robustes avec un meilleur rate versus reach. Grâce justement à la configuration d'antenne 4 par 4 avec un index MCS plus élevé à la même distance. On dispose aussi d'un débit global maximal beaucoup plus élevé, l'OFDMA 37 RU dans toutes les bandes, prise en charge du downlink et du uplink user MIMO grâce à, encore une fois, une configuration à multiples antennes. Un Smart PoE pour la combinaison de la puissance versus l'AP635 qui, lui, est beaucoup plus au niveau mode relève, au niveau PoE, et des ports Ethernet 2 x 5 gigabits au lieu de 2 x 2.5 gigabits par seconde sur l'AP635. En ce qui concerne les exigences de sécurité relatives au Wi-Fi 6E, il faut bien comprendre que les nouvelles exigences sont d'appliquer le WPA3 personnel ou entreprise. N'est pas obligé d'appliquer la force cryptographique de 192 bits, mais il faut minimalement être en WPA3 et appliquer le Protected Management Frame. Et pour les réseaux ouverts, être en Enhanced Open de manière pure. Il est absolument non autorisé et non pris en charge dans le 6 GHz d'utiliser du web, du TKIP, du WPA de première ou de deuxième génération, les réseaux SSID ouverts. Il n'est pas autorisé d'effectuer le mode transition non plus, que ce soit pour le WPA3 transition ou encore le Enhanced Open en mode transition. Avec Aruba, il est toutefois possible d'utiliser le même profil SSID en mode transition pour offrir le service sans fil dans les 3 bandes de fréquence. Toutefois, le support du WPA2 et du WPA3 sur le même ISSID va créer 2 BSSID différents de manière à offrir un BSSID sur le 2.4 et 5 GHz en mode transition et un autre BSSID sans le mode de transition sur la bande 6 GHz. Le 6 GHz offre aux architectes sans fil des options sans précédent. Typiquement, avec le B-band, les 2 ou 3 SSID sont diffusés sur toutes les bandes, dans le 2.4 et 5 GHz. Avec une approche avec 3 bandes, ça permet de concevoir les réseaux en haute performance 6 GHz de manière différente, en ciblant les réseaux corporatifs sur le 6 et le 5 GHz, avoir le 5 GHz pour l'accès général ou invité et tirer parti du 2.4 GHz pour l'IoT. Ou encore, on peut imaginer un autre scénario qui est maintenant possible, qui permet d'avoir une conception wireless LAN double couche et double bande partitionnée. Par exemple, dans le domaine de la santé, plusieurs équipements sans fil ne supportent que l'UNI1 et le UNI3 dans le 5 GHz. Il serait donc possible de déployer une infrastructure parallèle pour des besoins en haute performance ou des besoins pour inviter, par exemple, sur des bandes qui seraient séparées de manière à éviter d'engendrer des interférences sur les mêmes canaux.
Ça serait un cas de figure, par exemple, où notre nouvel AP 615 qu'on est sur le point de lancer serait pertinent car il n'est muni que de 2 radios, mais peut opérer sur les 3 bandes de fréquence. En ce qui concerne les besoins en alimentation PoE des points d'accès, cela varie selon le modèle, les fonctionnalités activées ou la manière dont vous choisissez de les alimenter. On a, dans le fond, le PoE versus l'alimentation DC, ou encore les radios, le nombre de radios, ou encore les ports Ethernet qui sont activés, l'utilisation que vous voulez en faire, les périphériques USB connectés, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Et une bonne règle de base consiste à planifier selon les pires scénarios. Et encore une fois, vos meilleurs amis sont les fiches techniques de chaque série d'AP. Et votre équipe Aruba peut aussi vous fournir une assistance supplémentaire si vous avez besoin d'informations spécifiques sur la consommation d'énergie et vos requis. Note en passant, hein, le partage de PoE peut augmenter les besoins globaux de consommation d'énergie. Une bonne règle de base est de supposer que chaque port va attirer vers lui à environ 60 de la consommation, comme par exemple avec l'AP 650, peut être alimenté via les 2 ports en 802.3 AF. L'AP 650 hein, va consommer jusqu'à la limite de l'Ethernet 0, puis le reste va être consommé sur le TH1. En ce qui concerne, pour optimiser l'alimentation PoE en fonction des différentes contraintes des commutateurs d'accès, Aruba offre l'Intelligent Power Monitoring ou un Intelligent Power Management. L'IPM vous permet de contrôler les fonctionnalités que vos points d'accès désactivent. C'est implémenté grâce à des profils et vous pouvez configurer les fonctionnalités devant ou pouvant être désactivées selon leur priorité. L'IPM est un outil vraiment précieux pour les environnements qui nécessitent des AP à haute performance, mais qui ne sont pas encore prêts ou capables d'actualiser les commutateurs d'accès pour accommoder ces besoins en performance. Note, hein, certains manufacturiers vont désactiver des fonctionnalités spécifiques sur leur point d'accès pour s'adapter aux différents environnements à faible PoE. Et par exemple, lorsqu'un AP est connecté à une source d'alimentation AF. Et le problème de cette approche, c'est que c'est le manufacturier qui décide quelles fonctionnalités sont désactivées et pas vous. L'IPM vous remet ce contrôle entre vos mains. Vous disposez du contrôle. Tous les points d'accès intérieurs Aruba, à l'exception du point d'accès de niveau d'entrée, implémentent 2 ports Ethernet. Et la série détermine les débits de physique qui sont pris en charge. Les points d'accès implémentent des accès physiques qui sont appareillés ou non appareillés selon la série. Les commutateurs de la couche d'accès de plusieurs manufacturiers, dont Aruba, offrent des ports Smart Rate, qui sont, dans le fond, 802.3 BZ ou NGig-BC, pouvant négocier des vitesses de 2.5, 5 ou même 10 gigabits par seconde. Les points d'accès Aruba doivent être connectés via des ports gigabit ou Smart Rate si c'est disponible. Aucun point d'accès ne prend actuellement en charge le 10 gigabits par seconde, mais on en est vraiment plus très loin, là. Les points d'accès Aruba Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E peuvent potentiellement dépasser la capacité d'un port gigabit Ethernet en cas d'utilisation intensive. Il est donc de mise de planifier adéquatement la capacité de vos commutateurs d'accès parce qu'ils peuvent maintenant être dépassés. Un câblage de haute qualité est nécessaire pour atteindre des débits de 5 gigabits par seconde et plus. Le bruit est également un facteur, et en particulier lors de l'utilisation d'un câblage catégorie 5E. Et par exemple, nous avons dû désactiver le 5 gigabits par seconde lors d'un événement atmosphère précédent en raison justement des sources de bruit. Par ailleurs, le câblage catégorie 6 utilise des connecteurs plus gros et nécessite des rayons de courbure plus grands. Et Aruba vend un accessoire pratique, le AP-CBL EXT10, pour cacher les câbles d'interconnexion catégorie 6 derrière les points d'accès lorsque c'est nécessaire.
Concernant la haute disponibilité des commutateurs d'accès, il existe diverses options et considérations pour que la haute disponibilité de la couche d'accès. Vous devez équilibrer le coût avec les options de disponibilité qui répondent à vos besoins, aux besoins de votre entreprise. Outre les considérations évoquées à l'écran, vous devriez considérer les 4 points suivants. Dans la mesure du possible, installer minimalement une paire de commutateurs de couches d'accès dans un cabinet. Ça permet de distribuer les points d'accès sur plus d'un commutateur et fournit une couverture RF diminuée, mais redondante en cas de panne d'un commutateur individuel. Numéro 2, les liaisons montantes devraient être réparties entre 2 ou plusieurs membres de la pile ou plusieurs modules d'entrée-sortie lorsqu'on parle d'un châssis, de manière, encore une fois, à éviter des bris de connectivité advenant la perte d'un commutateur. Avec l'accroissement du débit grâce au Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E, planifiez la capacité de vos liaisons montantes de manière à utiliser 2 ou plusieurs liaisons 10 gigabits Ethernet vers le cœur, soit de manière routée ou soit avec le LACP. Et finalement, la génération actuelle des commutateurs d'accès Aruba ou SCX empilables offre des liaisons montantes de 10 et même 25 et même 50 gigs avec nos modèles de la série 6300, tandis que les commutateurs d'accès modulaires de la série 6400 offrent des liaisons montantes de 10, 25, 40, 50 et même 100 gigs Ethernet. Autre note, la manière dont vous connectez les points d'accès à la couche d'accès va influencer sur les options PoE ainsi que sur la redondance de chemin qui vous sont proposés. La plupart des modèles de points d'accès Aruba prennent en charge les liaisons montantes Ethernet double, ETH0 et ETH1, permettant la redondance ainsi que le débit supplémentaire. Et bien entendu, la redondance PoE dépend du modèle d'AP utilisé. Dans cette diapositive, on vous présente nos points d'accès les plus populaires actuellement. Notez que les capacités de liaison montantes agrégées et les options de redondance PoE qui varient selon le modèle. Vous pouvez aussi apprécier la consommation de puissance PoE qui est requise dans le pire scénario avec ces points d'accès. Notez que toutes ces informations sont disponibles dans les fiches techniques décrivant les points d'accès. Petite précision pour l'AP635 en ce qui concerne la redondance PoE, les deux ports Ethernet ne s'enregistrent pas simultanément avec le PoE. C'est la raison pour laquelle nous parlons de basculement PoE ou de failover. Par exemple, si l'AP obtient son alimentation via le port E0, si le commutateur délivrant la puissance via ce port fait défaut, l'AP va redémarrer en obtenant la puissance via le E1. Le redémarrage occasionnera donc une coupure de service momentanée. Tandis que sur les AP 635 ou encore 655, il dispose d'un mode de partage PoE avec les deux ports enregistrés simultanément sur le PoE. Et par conséquent, la perte de l'alimentation sur l'un ou sur l'autre des ports n'occasionne pas de redémarrage du point d'accès. Autre chose, une considération de conception qui est souvent négligée consiste à répartir les zones de couverture des AP voisins entre les commutateurs d'une pile ou les modules d'un châssis. L'objectif principal est de minimiser l'impact sur les utilisateurs en cas de défaillance d'un commutateur individuel ou d'un module de châssis. Un point d'accès voisin serait toujours disponible pour un utilisateur. Prenez note qu'Aruba Central permet ou prend désormais en charge cet aspect à l'aide de l'AI Insight, qui vous permettra de visualiser l'impact d'une défaillance d'un commutateur individuel ou d'un module de châssis et vous conseiller quel port ou branchement vous devriez interchanger. Voici un exemple d'une analyse offerte par Aruba Central. AI Insight pour la résilience RF. L'analyse fournit des recommandations qui sont claires et concises sur les points d'accès à déplacer pour améliorer la résilience de votre couverture RF. Ceci termine ma présentation. Je vous invite à joindre la communauté Airheads. Il s'agit d'une communauté super dynamique où vos questions et vos idées sont échangées sous la forme d'un forum de discussion.
Je vous remercie et vous invite à me contacter à l'adresse courriel à l'écran si vous avez des questions.